Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un petit sujet qui me semble important. Ah bah il y a le chien qui est là. Qui me semble important et on entend souvent dans les discussions, dans le milieu de la self-défense, des sports de combat, on entend souvent la comparaison en disant oui, les sports de combat, la self-défense, le combat de rue, c'est pas la même chose parce que dans la rue, il n'y a pas de règles. Alors c'est souvent quelque chose qu'on entend régulièrement. Et je voudrais en parler parce que ça me semble important d'éclaircir quelques petites choses. Et puis éventuellement, pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, les mettre au courant exactement de comment ça se passe réellement. Donc en fait, lorsqu'on aborde ce sujet-là, et c'est vrai que lorsque l'on dit que dans la rue, il n'y a pas de règles, bien, c'est vrai que celui qui nous agresse, lui, les règles, il s'en fout, hein, ça ne l'intéresse pas, il ne s'en occupe pas, lui, son but, c'est de vous agresser, de vous mettre des coups, vous voler, voire pire, dans certains cas. Mais nous, en tant que citoyens honnêtes, lambda, eh bien sûr que notre vie, elle est régie par des règles, et ces règles, eh bien, c'est la loi, c'est le cadre légal. Et pour ce qui est de l'agression de rue et du combat de rue, eh bien ça aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi, ça aussi, c'est régi par des règles. Et ces règles, elles sont plutôt contraignantes, il y en a trois principales. Ces règles, c'est l'article 122-5 du Code pénal qui concerne la légitime défense. Et là, eh bien, si on prend en détail, on se rend compte que c'est très 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 contraignant. Euh, pour qu'un acte de défense face à une agression soit établi, eh bien, il faut qu'il y ait au moins 5 conditions de remplies. C'est-à-dire, il faut que bien, cette agression soit réelle, qu'elle soit injustifiée. Dans le sens injustifié, par exemple, une agression peut être justifiée. Les forces de l'ordre qui vous arrêtent, veulent vous mettre les menottes, vous ne vous laissez pas faire, eh bien, ils sont obligés d'utiliser la force pour vous menotter. Cette force-là qui est mise sur vous, eh bien, elle est justifiée. Ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la force pour vous menotter. Par contre, lorsque c'est un agresseur, eh bien, il ne peut pas justifier le fait de vous agresser. Donc cette agression est injustifiée, donc il faut que ça soit réel, il faut qu'elle soit injustifiée. Il faut que votre réponse à cette agression, elle soit immédiate, parce que autrement, s'il part, vous le coursez, vous le tapez, c'est un acte de vengeance, vous n'êtes plus en cas de légitime défense. Il faut aussi que votre réponse soit proportionnelle à l'attaque, et il faut aussi que l'agression soit votre réponse, pardon, il faut aussi que votre réponse soit nécessaire, que vous n'aviez pas d'autre moyen que de répondre à cette agression-là. Donc ça fait déjà 5 critères qui sont très très contraignants en cas pour que la légitime défense soit établie. Après, il y a eu des cas de jurisprudence qui ont été prononcés qui mettent des petits bémols à ça. Par exemple, il y a des gens où la légitime défense a été reconnue, et parce qu'il n'y a pas eu de coup de portée, mais ils se sont sentis tellement en danger, l'individu était tellement agressif, eux se sentaient tellement en danger, que pour eux, ils n'ont pas eu d'autre choix que de frapper. Et le cas de légitime défense a été reconnu. Mais c'est à vous de prouver que vous étiez en légitime défense. Donc là, peut-être qu'il y avait eu des caméras, des choses comme ça, qui ont permis de prouver le cas de vraiment d'agressivité de la personne. Donc ça peut arriver aussi, même s'il n'y a pas eu de coup de nuit, il y a eu des cas de jurisprudence qui ont été prononcés en faveur de la légitime défense, parce que tout concordait dans le fait que la personne était vraiment agressive, qu'elle allait frapper, même si elle ne l'avait pas encore fait. Il y a aussi une autre jurisprudence qui a été donnée où la légitime défense a été reconnue sur l'atteinte à l'honneur, et c'est un fait réel, c'est-à-dire c'est un professeur qui était dans des classes d'adolescents, on va dire, des lycéens, je crois, oui, des lycéens, et il y a un lycéen qui multipliait les insultes à son égard, à l'égard du professeur, devant les camarades. Et puis le professeur, au bout d'un moment, en a eu marre et il a mis un coup de pied au cul. Et donc les parents de cet élève-là ont porté plainte contre le professeur parce qu'il l'avait frappé. Un coup de pied au cul, c'est considéré comme une frappe, hein, comme un acte violent par la loi. Et donc lui, il a démontré qu'en fait,
le fait d'être insulté à plusieurs reprises devant les élèves, eh bien, il y a eu atteinte à son honneur, et donc c'est pour ça qu'il avait agi de la sorte, pour que ça s'arrête, parce qu'il avait déjà essayé plein de choses et rien n'y faisait, donc il a mis un coup de pied au cul. Et donc ça a été reconnu en cas de légitime défense, parce qu'il y avait eu une atteinte à son honneur, il avait réussi à le prouver. Donc pour tout ça, pour dire que le cadre de la légitime défense est très 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 contraignant. On a souvent l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, lorsqu'on fait des vidéos ou lorsqu'on lit des commentaires, euh, une, une petite citation d'un grand monsieur des disciplines de combat, c'est monsieur Robert Paturel, et qui a fait cette petite citation-là en disant je préfère être jugé par 12 que porté par 6. Alors il y a beaucoup de guerriers, des claviers, d'écrans d'ordinateur qui n'ont jamais fait de rue de leur vie, qui se servent souvent dans des commentaires de cette petite citation de M. Robert Paturel. Alors c'est une citation que l'on peut comprendre, on peut se reconnaître dans cette citation-là. Mais quand on a dit ça, ben, on n'a pas dit grand-chose. On n'a pas été jusqu'au bout. C'est une phrase à l'emporte-pièce en fait. On n'a pas été jusqu'au bout. Dire oui, je préfère être jugé par 12 que porté par 6, les élèves que l'on peut éventuellement avoir, à qui on apprend des techniques, est-ce qu'eux sont prêts à ça? Est-ce qu'eux sont prêts à payer des indemnités, des dommages et intérêts toute leur vie? Est-ce qu'ils sont prêts à avoir un mort sur la conscience éventuellement? Parce qu'on voit quelquefois des techniques qui sont folles. C'est-à-dire on voit des professeurs de self-défense enseigner à des élèves des techniques multiples où on va frapper au visage dans le même enchaînement. On va frapper au visage, on va frapper à la gorge, on va frapper aux parties génitales, on va casser un genou, et à la fin, une fois qu'il est par terre, je l'ai vu chez un instructeur, il simule un coup de savate en pleine tête, en disant là c'est le moment de vous faire plaisir. Une action comme ça, pour le peu qu'elle soit réaliste, on peut tuer la personne ou l'handicaper sévèrement à vie. Est-ce que c'est justifié d'aller jusque-là? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont prêts à assumer ce genre d'acte? Je ne pense pas. Alors, quelle est l'utilité d'enseigner ce genre de choses? Eh bien, il n'y en a aucune. Aucune. C'est plus se défendre face à une agression de rue, c'est lyncher quelqu'un. Et en plus, en le faisant avec des techniques qui ont peu de chances de pouvoir être réalisées en cas réel, très 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 peu de chance. Et surtout des élèves qui ne sont pas prêts à assumer ce genre de choses. Déjà, je pense que c'est plus du folklore que du réalisme. Je pense que souvent on voit des techniques qui sont proposées et on voit des commentaires, oui c'est impressionnant, c'est impressionnant. Je pense que c'est quelque chose qui doit mettre la puce à l'oreille sur le combat de rue et l'agression de rue. Des techniques de combat de rue et d'agression de rue, ça ne doit pas être des choses impressionnantes. Elles peuvent être impressionnantes par l'efficacité qu'on peut en voir, qu'on peut en sentir, mais elles ne doivent pas être impressionnantes dans leur exécution. Quelque chose d'impressionnant dans son exécution, des techniques impressionnantes, ça doit mettre sur la puce à l'oreille sur la faisabilité en combat réel. En combat réel, on doit aller vers des choses simples, des choses rapides, faciles à assimiler. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de l'entraînement, mais si on met des choses très complexes et surtout des choses qui sont extrêmement impressionnantes, en général, on est loin de la réalité du combat de rue. Donc ça, c'est quelque chose, un point qui est important, c'est de se dire, tiens, quand on regarde quelque chose, et puis on se dit, oh bah ça, ce qu'il montre, c'est vraiment impressionnant. En général, ce qui est impressionnant, ça ne va pas trop avec l'efficacité de la rue et avec le réalisme de la rue. Donc ça, c'est une petite parenthèse, c'est un point de vue que je voulais partager avec vous. Donc, pour revenir, comme quoi, le cadre de la légitime défense, eh bien, il est très contraignant. Moi, j'ai mon propre avis dessus, mais dire mon propre avis sur ce sujet-là, ça n'en fait pas une vérité, ça sert strictement à rien, parce que je ne suis pas un exemple. L'exemple, c'est ce que dit le cadre légal, c'est ce qui doit être suivi. Si moi je dis la légitime défense, je m'assois dessus, j'en ai rien à faire, c'est un exemple que je m'assois dessus, j'en ai rien à faire, moi le mec, il m'agresse, je le tue, c'est pas vraiment un exemple concret et serein.
Il y a un problème avec ça. Et si je ne le dis pas, mais que je le montre dans mes actions techniques, que j'apprends aux gens, eh bien la problématique est la même. Et la plupart des gens, en plus, seront incapables de reproduire ce genre de technique, parce que souvent les enseignants qui le font, c'est des gens qui sont très bons techniquement, ils sont très rapides, très vifs, très précis. Ce n'est pas des gens qui vont s'entraîner 1 à 2 fois par semaine qui vont pouvoir reproduire ce genre de technique, c'est infaisable. Donc c'est montré en club, c'est montré en stage à des personnes qui seront incapables de reproduire ça lors d'un combat réel, parce que ça ne va pas dans la simplicité, parce que c'est impressionnant. Une autre petite parenthèse que je voulais aborder sur l'agression de rue et le combat de rue, c'est un autre article, c'est le 223-6 qui concerne la non-assistance à personne en danger. Alors ça c'est assez rapide à aborder, hein. Aussi, la non-assistance à personne en danger, hein, je précise bien, ça c'est puni alors le maximum c'est 5 ans d'emprisonnement et 70 000 euros d'amende, si mes souvenirs sont bons. Donc ça rigole pas. Donc considérer une non-assistance à personne en danger, c'est une personne qui voit une personne se faire agresser, qu'elle voit que la personne est réellement en danger, physique ou moral, hein. Donc il y a une agression réelle, la personne voit que cette agression, elle est témoin de cette agression, et elle ne fait rien. Là, c'est une non-assistance à personne en danger, c'est puni. Quand on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut aller au charbon et puis à la place d'une victime en faire 2 ou en faire 3. C'est pas ça. Et c'est un devoir de citoyen d'aider son prochain qui se fait agresser, agression physique ou morale. C'est un devoir de citoyen. Tout citoyen doit le faire. C'est pas prendre son téléphone et filmer. Non, on a un devoir de venir en aide à une personne qui est en détresse, agressée, physique ou morale. C'est un vrai devoir de citoyen. Il y a plusieurs façons de le faire. Comme je dis, c'est pas aller au charbon puis risquer d'être aussi une victime. Le fait d'appeler les forces de l'ordre, police, gendarmerie, police municipale, de les appeler et de signifier l'agression, on a déjà fait son devoir de citoyen. Et après, si on sent la capacité physique, technique, de y aller pour aider la personne, eh bien on y va. Mais ce n'est pas une obligation. Déjà appeler les forces de l'ordre, c'est déjà remplir son devoir de citoyen. Et il y a quelques autres petites choses que l'on peut faire aussi. Donc ça, c'est la deuxième parenthèse sur ce qui est de l'agression de rue. Il y a une troisième chose que l'on peut aborder, c'est ce qu'on appelle les armes par destination. C'est l'article 132-75 du Code pénal. Cet article-là, il est intéressant aussi parce qu'on voit souvent aussi en cette défense proposer d'utiliser des objets. Des objets, par exemple, un trousseau de clés, hein, un trousseau de clés, un bâton, un parapluie, ce que l'on veut. Une arme par destination, c'est tout objet du quotidien, quel qu'il soit, hein, et qui est utilisé pour se défendre ou pour attaquer. En l'occurrence, là, on va dire que c'est pour se défendre. À partir du moment où vous utilisez un objet, on va prendre l'exemple d'un trousseau de clés, à partir du moment où vous utilisez un objet pour vous défendre, dans le cas, là, c'est du trousseau de clés, il sera reconnu par la loi comme une arme à part entière, au même titre qu'un couteau, par exemple. Ça sera considéré comme une arme. Pourquoi ? Parce que dans le cadre pénal, dans le cadre de la loi, c'est pas l'objet qui compte, c'est l'intention qui compte. C'est-à-dire vous avez pris un objet, vous avez eu l'intention de vous en servir comme une arme, donc il est considéré comme une arme. Vous jetez vos clés à la tête d'une personne, vous lui crevez l'œil par exemple, ça sera considéré comme si vous l'aviez attaqué avec une arme et vous serez puni en tant que tel. Donc quand on parle de cadre de la légitime défense, le fait d'utiliser un objet du quotidien comme arme par destination, eh bien, il faut aussi le faire rentrer dans le cadre légal. C'est pas la personne, elle est à main nue, elle est énervée, vous lui mettez un gros coup de clé en pleine tête, alors qu'elle était juste énervée, hein, elle n'avait pas de signe de frappe, de choses comme ça, vous lui mettez un gros coup de clé en pleine tête, eh bien, vous êtes marre, c'est vous qui allez payer. Donc voilà pour cette petite vidéo pour expliquer un petit peu rapidement le cadre légal parce que bon, il y a beaucoup à dire. Et puis surtout sur le fait bien que le but c'est d'essayer quand même d'aborder des techniques simples, réalistes, qui rentrent au maximum, même si c'est très difficile, ça je le conçois, qui rentrent au maximum dans le cadre légal. Et lorsqu'on n'est pas dans le cadre légal, lorsqu'on déborde de ce cadre légal-là,
eh bien, de le signifier aux personnes à qui on apprend des techniques, qu'ils soient au courant que là, non, là on est sorti. Après, la personne, elle envisage ou elle n'envisage pas d'utiliser ces techniques si un jour elle en a besoin, mais au moins elle est prévenue que là on n'est plus, on sort éventuellement du cadre légal, où on est vraiment à la limite du cadre légal, où ça sera beaucoup plus dur de prouver qu'on a agi en légitime défense. Et ça, c'est réellement important, et parce que avoir un tétraplégique sur la conscience, un mort sur la conscience, ou avoir à payer des indemnités toute sa vie, peut-être pas toute sa vie, mais de nombreuses années, voire aller en prison, eh bien, il y a des gens qui sont prêts à l'assumer, mais d'autres non. Donc, il faut être sincère sur ce que l'on apprend, sur ce qu'on montre aux gens, sur le risque qu'ils peuvent prendre aussi après, et c'est important de le savoir. Et après, soit, eh bien, on avise selon ce que l'on est prêt à assumer. Si on est prêt à tout assumer, même d'aller en prison, eh bien on assume, on fait, voilà, on paye le fait d'avoir agi comme ça. Mais on ne peut pas dire aux gens que c'est comme ça, comme ça, comme ça, sans leur prévenir que derrière il y a des conséquences. C'est pour ça que c'est important que le cadre légal soit connu, soit su de la part des pratiquants, de part des stagiaires ou des élèves que les enseignants peuvent avoir. Donc voilà les amis. Bonne journée à vous et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, bye.